une discussion qui est animée par Jean-Pierre Gaspard. Jean-Pierre, vous êtes directeur général de l'AFM Téléthon et directeur opérationnel de l'Institut des biothérapies. Nous vous écoutons. Bonne session à vous tous. Vous pouvez vous installer comme vous le souhaitez et des micros sont à votre disposition. À tout à l'heure. Bien, bonjour à chacune d'entre vous, à chacun d'entre vous. Nathalie, vous avez fait la transition avec la session précédente. Je veux dire aussi que cette table ronde fait écho à l'excellente présentation, pour ceux qui étaient là hier soir, de Alain Fischer, qui a un peu ouvert le sujet du modèle économique de la thérapie génique pour les maladies rares. Donc, dans l'ordre, Christophe Duguet, Eric Bazeillac, Sylvain Forget et Paul Lévesque, on va faire une causerie au coin du feu de bois, on va le dire comme ça, pour se faire avec donc une petite table ronde et des débats. Et surtout, ce qu'on souhaite tous les 5, c'est qu'à la fin, vous posiez des questions. Donc, il y a 2 micros là, je sais qu'il y a 2 micros en haut. Donc, on sera vraiment heureux de répondre à vos questions. Alors, un certain nombre d'entre nous avons traversé la Seine pour venir ici. Je veux souligner que Paul Lévesque a traversé l'Atlantique. Donc, n'hésitez pas à faire un feu nourri de questions. Alors, sur ce modèle économique de la thérapie génique pour les maladies rares, il y a quand même des choses qui vont distinguer le candidat médicament et le médicament de thérapie génique par rapport à d'autres médicaments classiques de la pharmacologie. Alors, dans les spécificités, il y a des choses assez classiques comme la complexité du produit de thérapie génique, comme la taille du marché puisqu'on est sur les maladies rares, mais il y en a bien d'autres, n'est-ce pas Paul Lévesque? Oui, merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre et merci de l'invitation. Alors j'espère que l'analogie du feu de bois n'était pas reliée à mes racines canadiennes. Ici, oui, je ne le prends pas personnel, c'est très gentil. Écoutez, c'est un plaisir de me retrouver en France. J'aime beaucoup venir ici. J'y ai travaillé pendant 5 ou 6 ans. J'ai beaucoup d'amis ici et je pense que ce dont il est question aujourd'hui est absolument essentiel. D'abord parce que ce qui est spécifique à la thérapie génique, vous le savez, il faut le reprendre, il faut se le redire, c'est que on a la prétention, la prémisse de départ, c'est qu'avec une dose, on pourrait restaurer une fonction. Donc ça, c'est quand même pas rien. Et je pense qu'avec cette prémisse de départ, on va se mettre à aborder plusieurs maladies non satisfaites aujourd'hui. Alors, si vous mettez ces deux choses-là ensemble, on s'apprête à voir une série d'innovations arriver sur le marché que j'appellerais de rupture. C'est-à-dire que normalement, ce qu'on a vu, parce que la technologie, c'est normalement comme ça que ça se passe, les choses s'améliorent par incrément. Donc, l'innovation est dite incrémentale. Et on s'est donné des systèmes d'appréciation de l'innovation en conséquence. Alors maintenant, avec une innovation de rupture, j'ai l'impression que le système de référence qu'on a n'est pas le bon. Alors, il va falloir prendre conscience de ce qui nous arrive. Je pense qu'on fait histoire. Je pense qu'on va se mettre à aborder des maladies qui étaient laissées pour compte derrière. Et pour ça, il va falloir qu'on se projette dans l'avenir avec un nouveau système de référence. Et pour ça, il faut en débattre. Par rapport aux enjeux, parce que je vois des enjeux très différents se développer, le premier enjeu pour moi, c'est la fabrication. C'est pas fréquent dans l'industrie pharmaceutique qu'on se pose des questions par rapport à ça, parce que tout le monde, normalement, tient pour acquis que les industriels vont pouvoir fabriquer en temps et en heure des produits de qualité et en quantité. C'est pas garanti dans le cas des thérapies géniques. On est encore avec des rendements qui sont très faibles, donc c'est un enjeu. Des enjeux économiques, on va en débattre tout à l'heure plus profondément. Je pense aussi qu'il y a des défis d'organisation en France ou ailleurs. Comment allons-nous nous organiser pour
faire en sorte que ces thérapies atteignent les patients. Je pense aussi qu'il y a des enjeux d'éducation. Moi, quand je parle de thérapie génique aux professionnels de la santé, j'ai l'impression que je leur parle de science-fiction. Donc, à un moment donné, il va falloir rattraper tout ça. Et finalement, dans certains cas, dans certains pays, à certains moments, il y aura peut-être même des questions d'éthique qui seront soulevées. Alors, tout ça pour dire que je pense que d'entrée de jeu, il faut s'assurer qu'on comprenne ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive, c'est une vague d'innovation qui est en rupture par rapport à l'innovation incrémentale. Et à partir du moment où on a compris ça, tout est possible. Si on n'admet pas ça, on risque de s'en mêler les pédales. Oui, alors cette innovation de rupture, c'est aussi parce que ce traitement, comme le disait Nathalie tout à l'heure, est un traitement one-shot. Hein, et ça change en fait la vision de la chaîne de valeur, n'est-ce pas, Eric? Oui, en complément de ce qui vient d'être dit, auquel je souscris évidemment, et la liste des particularités va s'allonger au fur et à mesure de ce débat. Si on revient à la notion de modèle économique, moi, il y a deux sujets que je mettrai en exergue. Le premier, c'est la prise de conscience que la chaîne de valeur et de risque qui prévaut à l'arrivée sur le marché de ces médicaments, elle va être très différente de celle des médicaments auxquels on était habitué jusqu'à présent. Et on l'a vu dans les présentations précédentes, ça nous sautait aux yeux. La recherche est essentiellement académique, il faut le dire. C'était déjà le cas souvent dans les médicaments classiques. Le développement, ce n'est pas ce qui va être le plus impressionnant. On voit, les études cliniques, elles ont leur importance, mais elles sont faites souvent sur de petits nombres de patients. Parfois, c'est des études monocentriques, monobras, il n'y a pas de comparateur. Les temps sont relativement courts. Donc, on avait coutume de dire, dans le prix du médicament, il y a les coûts de la R&D, et 80% de ces coûts, c'est les coûts du D. Voilà, du développement, ce ne sera plus tout à fait vrai. Par contre, et ça c'est très nouveau, on voit que le driver essentiel du modèle économique, et donc derrière, pour nous, de l'explication du prix et du coût, ça va être la fabrication et l'administration. Et avec ces temps qui ont très bien été expliqués comme étant des temps congrus. Hein. Et puis il y a la notion de risque. Tout ça, c'est une chaîne de valeur, mais c'est une chaîne de risque aussi. Et je voudrais souligner, c'est le deuxième point que je voudrais juste évoquer rapidement, c'est qu'au fond, la performance de ces produits, et ça c'est très nouveau, elle est contingente de l'idée d'incertitude. Jusqu'à présent, on a des systèmes d'évaluation des médicaments et derrière de fixation des prix qui sont averses à l'incertitude. Ils ont été construits pour ça. Si c'est incertain, vous ne passez pas. Demain, si on dit si c'est incertain, vous ne passez pas, il n'y a plus d'innovation. Donc ça va nous rendre intelligents sur la notion d'incertitude. Moi, ça me va bien, j'ai toujours pensé que l'incertitude, c'était une source d'intelligence. Et on va devoir se dire, on passe, mais à quelles conditions? Ça nous met donc dans une situation de pari. Et ça met l'industriel aussi, en termes de valeur et de risque, je reviens à ma chaîne, en situation d'intégrer l'idée d'incertitude, y compris économiquement, pendant toute la durée de vie, non pas de son produit, il s'administre en one-shot, mais de ses patients. On voit que tout ça est bousculé, et donc ce regard nouveau, absolument indispensable sur la notion d'incertitude, devra nous amener à vérifier la performance en vie réelle, à se donner des rendez-vous précis, réguliers sur cette performance, et évidemment, dans performance, il y a efficacité et tolérance. Et alors, cette incertitude, ce risque, ça entraîne aussi une certaine spéculation qui n'est pas forcément, dans l'intérêt des malades et des patients. Vous en pensez quoi, Christophe? Alors c'est sûr que l'incertitude, et j'aimerais bien être comme Eric, ça peut rendre intelligent, mais l'incertitude, ça a du mal à être géré par les dispositifs collectifs et par les dispositifs publics. Et il y a par contre certaines certitudes qu'on peut observer aujourd'hui. La première, probablement, c'est que c'est probablement une erreur de parler du modèle économique en tant que tel de la thérapie génique, parce qu'il y a des réalités qui sont des réalités très différentes. La thérapie génique, c'est un outil qui s'applique à des maladies qui peuvent avoir des contextes fort différents. Et ça a été illustré par les différentes tables rondes. On n'est pas tout à fait dans la même situation entre un traitement qui va concerner une maladie gravissime dont on peut mesurer l'effet à court terme ou un traitement qui va empêcher ou retarder l'évolution d'une maladie de long terme. On n'est pas dans le même modèle économique lorsque l'on est pour un traitement
dont l'essentiel du marché va être de soigner, excusez-moi l'expression, mais le stock de patients à un moment donné, et après il n'y aura plus beaucoup de nouveaux patients qui arriveront, ou une autre thérapie génique, où ça va être avant tout de soigner un grand nombre de patients qui arrivent régulièrement. On n'est pas du tout dans la même situation, probablement, lorsqu'il s'agit de traiter un patient in vivo avec une seule injection d'AAV, que, comme ça a été présenté tout à l'heure, en ex vivo, où c'est pratiquement patient par patient qu'il faut faire les choses. Donc, certitude, c'est qu'on ne peut sûrement pas raisonner de façon simpliste avec un modèle, avec une certitude, et que probablement c'est là que le plus grand défi va être pour nos systèmes, c'est comment trouver la bonne solution pour chaque situation et pour que le système ensuite puisse être soutenable. Par contre, il y a aussi une autre certitude, et c'est évoqué, c'est que aujourd'hui, une des caractéristiques de la thérapie génique, c'est qu'on est sur un secteur qui, en quelques années, est devenu excessivement spéculatif, avec peut-être ce qu'on peut appeler une bulle financière lorsque l'on voit les niveaux de rachat de sociétés qui se font maintenant avec des étalons qui sont en milliards, et des étalons qui sont en milliards pour des produits qui concernent des maladies rares. La deuxième certitude aussi qu'on peut avoir, c'est que beaucoup de ces produits qui sont arrivés, qui sont en train d'arriver, sont issus de recherche académique, mais notamment de recherche française, parce qu'on est très bon, la France, sur la partie qui est la partie amont. Or, aujourd'hui, tous les centres de décision pour les produits qui arrivent ne sont pas en France. Et pour un grand nombre, sont à l'étranger. Et donc, ça pose effectivement, en termes de modèle économique et de modèle économique pour la France, des vraies problématiques. Bon, alors on voit que tous azimuts, hein, il y a des spécificités pour la thérapie génique. Il y a un segment qu'on n'a pas encore évoqué, hein, et qui fait rebond à ce que la personne de Bluebird Bio évoquait, c'est sur l'organisation des soins où ça change aussi la thérapie génique, n'est-ce pas, Sylvain ? Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je pense que si on parle de modèle économique, il faut revenir à ce que Paul a dit au début. On est dans une situation de rupture, donc tout va changer. Ça a changé pour les industriels, ok. Effectivement, un industriel classique, il a ses façonniers, ses fournisseurs. Il faut tout inventer. Donc ça change, on est d'accord. Mais ça ne va pas changer que pour ça. Et quand on parle du modèle économique de la thérapie génique, parce que c'est quand même un peu un sujet qui intéresse tout le monde, on est en train de parler du prix très cher de certains médicaments. C'est ce qu'Alain Fischer nous a rappelé hier soir. Aujourd'hui, comment on fixe le prix ? On prend le prix des médicaments qui existent, et puis si c'est mieux, c'est un peu plus cher, si c'est moins bien, c'est un peu moins cher. Là, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, l'impact du modèle économique doit aussi prendre en compte et en mesurer l'impact, ce qui va se passer en dehors de l'aspect industriel pur et dur. Tout à l'heure, je crois que c'est Nathalie Cartier qui le disait, on va avoir des traitements qui marchent, on a intérêt à traiter les patients avant l'apparition des symptômes, donc c'est une révolution avancée pour le dépistage néonatal. Si on est dans le dépistage néonatal, et je fais écho à de nombreuses conférences qui ont lieu et de nombreux talks qui ont eu lieu aujourd'hui et hier, ça pose la question de le dépistage préconceptionnel. Première grande chose qui va changer. Deuxième chose, aujourd'hui, on a essayé d'amener au plus près des malades des unités de soins qui sont très compétentes, très formées, pour pouvoir accompagner la prise en charge de la maladie pendant toutes les années de vie des personnes touchées par les maladies. OK. Si demain, la prise en charge du traitement, c'est juste une IV, ça va changer beaucoup de choses. Plus d'éducation au traitement, plus d'ajustement du traitement. Ça va changer fondamentalement les choses. Faudra-t-il avoir un centre de suivi des malades dans chaque ville de plus de 50 000 habitants, ou faudra-t-il avoir 3 centres en Europe ? Toutes ces questions-là sont posées, sont sur la table, vont aussi impacter le coût économique de la prise en charge de ces maladies très rares par une prise en charge nouvelle. Aujourd'hui, on compare le prix des médicaments par rapport au prix des médicaments qui existent. Demain, forcément, ça a un impact sur l'évaluation économique, tout ça.
Donc ces éléments-là doivent absolument être pris en compte. Et moi, je plaide depuis longtemps, mais c'était déjà le cas dans d'autres thérapies pour les maladies rares, à une prise en charge beaucoup plus globale que simplement regarder le prix d'une boîte. Et en particulier, regarder le prix d'une boîte quand on est dans une innovation de rupture. Pour tous ceux qui ont été amenés dans leur vie professionnelle à négocier un prix pour un médicament orphelin normal, pas thérapigénique, mais qui n'avait pas de comparateur, quand on vous explique que ça doit coûter pas plus cher que rien, c'est un vrai problème. Donc là, on est encore plus, pas plus cher que rien, alors que les coûts de production, etc., sont très élevés. Ça va vraiment poser un problème. Il va falloir vraiment avoir une vision beaucoup plus globale de l'impact économique, y compris, je dirais, et je pense que c'est un élément sur lequel peut-être on pourra revenir, de l'impact économique, de la création de richesses par la création de savoir et la création d'outils industriels qui permettront aussi à la France de rayonner dans la création de filières de soins de thérapie génique. Voilà. Donc, OK, le médicament, il est cher. Il faut regarder tout le reste aussi, y compris les changements dans les hôpitaux et dans les filières. D'accord, alors là, on est tous un peu à porter le poids de toutes ces spécificités de la thérapie génique qui vont vers un prix élevé. C'est bien ce que vous dites, Sylvain. Maintenant, dans le monde entier, il y a cette vocation d'avoir la fixation d'un prix qui soit transparent. Alors, Alain Fischer parlait hier de la recommandation de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est pas contraignante, mais qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit dans le monde des maladies rares qui est le nôtre, que ce soit dans le monde des maladies fréquentes avec les traitements, par exemple anticancéreux, qui sont des traitements de médecine personnalisée, que ce soit pour les trithérapies HIV-Sida qui ne sont pas accessibles à tout le monde à travers le monde, que ce soit aussi dans le monde des maladies négligées, avec des traitements anti-infectieux qui ne sont pas forcément à la portée, là encore, de tous les patients dans le monde entier. On a un courant qui va, et je pense que les associations de malades s'en félicitent, qui va vers la transparence du prix. Et je pense que ça peut être important, notamment avec des prix aussi élevés que ceux que l'on voit dans les candidats médicaments, les médicaments de thérapie génique, parce qu'il faut quand même que ces prix soient soutenables pour en permettre l'accès à tous les patients. Et Eric, comment peut-on arriver à cette soutenabilité budgétaire ? Oui, il y a peut-être deux sujets que je souhaiterais aborder sous votre question. D'abord, vous l'avez dit, le prix, c'est un signal fort dans l'opinion publique, indépendamment d'être un élément d'un modèle économique. Il doit représenter une valeur et il doit être perçu comme tel. Sinon, on voit bien les polémiques que ça déclenche, à tout à fait bon droit d'ailleurs. Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à regarder le prix d'une thérapie génique différemment de la manière dont on regarde, c'est aussi une différence, le prix des médicaments habituels. Pourquoi ? Parce que les prix auxquels on est tous habitués, qui servent de référentiel, de valeur un peu implicite en chacun d'entre nous, sont les prix des traitements chroniques. On se dit, je dépense 100 € peut-être par mois ou par semaine, que sais-je, pour un traitement que je prends au long cours ou jusqu'à ce que ma maladie soit terminée, et parfois à vie. Là, une thérapie génique, on achète, pardonnez-moi cette expression triviale, la guérison d'une pathologie avec un traitement que l'on achète en une fois. Si j'osais une comparaison, là encore, elle est très triviale, je m'en excuse, mais c'est comme si on comparait le million d'une thérapie génique versus les 100 € du traitement chronique. C'est comme si on comparait le prix d'une maison à l'achat versus le prix du loyer d'une maison. Dans les deux cas, il s'agit d'une maison. On a la même proposition de valeur, être abrité sous un toit. On voit bien qu'on n'achète pas la même proposition de valeur de la même manière. C'est très difficile à faire comprendre cela, faire partager, mais je pense qu'il faut définitivement que l'on prenne conscience qu'en une fois, on achète un traitement qui guérit, c'est-à-dire qui projette son effet thérapeutique sur toute la vie. Le deuxième sujet, qui est au fond la vraie question, c'est la soutenabilité.
Est-ce qu'avec des prix qui sont de l'ordre du million, hein, on ne va citer aucun prix, ce n'est pas notre rôle ici, mais on voit que l'unité de valeur internationale, aujourd'hui, elle tourne autour de ce champ-là. Est-ce qu'avec des prix comme ça, on ne va pas mettre en danger la soutenabilité de nos systèmes d'assurance maladie? Ça, c'est une vraie question. Alors, on a fait une étude qu'on vient de finaliser, que j'espère avoir la joie de publier prochainement là, avec mes équipes au LEM sur cette question. Et on s'est donné un horizon temps très accessible, 5 ans. D'ici 2025, quel sera l'impact budgétaire des thérapies géniques si l'on prend comme unité de mesure le million? En fait, on s'est servi uniquement des prix qui ont été déclarés publiquement. On ne va pas inventer des prix, ce n'est vraiment pas notre rôle. Par contre, on a ancré notre analyse sur des populations cibles telles qu'elles sont tout à fait connues des systèmes épidémiologiques. Et on a fait des calculs et surtout on a modélisé. Ce qui est extrêmement frappant, et moi la conclusion, si j'ai une certitude à l'issue de cette... J'ai plein de doutes, comme toujours, à l'issue d'une étude, mais j'ai une certitude, c'est que, 1, ce sera soutenable, 2, ça ne sera pas soutenable avec les mêmes règles du jeu que celles qui prévalent à la régulation des prix aujourd'hui. Aujourd'hui, nous achetons l'innovation thérapeutique par la régulation des prix des produits les plus matures. On appelle ça « room for innovation ». Ça ne peut plus marcher. On voit bien déjà qu'on est au bout de ce rouleau-là. Et la deuxième chose qui ne pourra plus marcher, c'est l'annualité budgétaire des lois de financement de la sécurité sociale. D'ici 2025, on va lancer 5 grandes thérapies géniques. Un peu plus, hein, on l'a vu, mais 5 sont signifiantes budgétairement parlant. Hémophilie sévère, drépanocytose, thalassémie, myélome multiple, dystrophie musculaire de Duchenne, les pathologies rétiniennes type maladie de Leber. 5. Ces 5 thérapies géniques d'ici 2025, ça commence en 2021 avec l'hémophilie sévère, elles ont pour particularité, c'est très frappant, de s'adresser toutes à des populations prévalentes importantes, significatives, mais qui, une fois guéries, vont être suivies de populations incidentes extrêmement modestes. Ça veut dire quoi économiquement parlant? Un mur budgétaire à franchir et ensuite des économies monstrueuses. Quand on prend l'exemple, et j'en termine là, de l'hémophilie sévère pour mettre des chiffres un peu concrets, et pardon des approximations, il y a 3000 patients en population prévalente, 3000 patients hémophiles sévères aujourd'hui qui vivent en France. Quand la thérapie génique de l'hémophilie sévère va arriver, moi j'ai une autre certitude, c'est qu'on ne va pas pouvoir dire aux gens, vous allez attendre, ou on va vous traiter par ordre alphabétique. Donc on va les traiter en 1 an, et c'est normal, et il faut le faire. Si on est de l'ordre du million, 1 million fois 3000, ça fait 3 milliards. C'est 3 hépatites C en 1 an. C'est infaisable avec les règles du jeu actuelles. Par contre, combien nous coûte le traitement de l'hémophilie sévère aujourd'hui en France? 500 millions par an. Si on étale la charge budgétaire sur 5-6 ans, on ne dépense pas plus que ce que l'on dépense aujourd'hui pour l'hémophilie sévère, mais dans 6 ans, quelle est l'incidence de l'hémophilie sévère? 90 patients par an. Vous voyez les économies drastiques. Si vous modélisez tout ça, je vais à 200 à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué. Sur les 5 ans à venir, c'est ce qu'on a fait, vous transformez le mur en colline. Conclusion 3. 1. Il est temps que les pouvoirs publics montent une cellule prospective. Que ne l'ont-ils pas fait avant? Pour regarder ce qui va se passer dans 5 ans d'un point de vue budgétaire et organisationnel. Sylvain nous le disait, faisons de l'anticipation et de la prospective, c'est vital. On est myope aujourd'hui. 2, adaptons la loi de financement de la sécurité sociale pour pluriannualiser la programmation budgétaire et organisationnelle. Je ne suis pas juriste, je ne sais pas comment on le fait, mais il faut le faire. Les militaires le font. Et 3, inventons de nouvelles modalités de financement, créer par exemple un fonds de financement de ces innovations de rupture pluriannuel. Aujourd'hui, on emprunte sur les marchés à très bas coût, abondé par les remises, par tout ce que l'on veut. C'est tout à fait faisable. Voilà les enjeux pour moi, soutenabilité, prix. Alors, cette vision, Paul, des produits de thérapie génique qui arrivent sur le marché, c'est aussi votre vision à vous, hein, cette vision internationale. Avec cette vision internationale, comment voyez-vous ce problème de soutenabilité pour, malgré tout, permettre l'accès de tous les patients? Bon, écoutez, tous les éléments que je viens d'entendre sont d'actualité et ces éléments sont d'actualité partout. Alors, on l'a dit, on va le redire, il faut le redire, le système de référence pour évaluer ce type d'innovation n'est pas adéquat. Donc, il faut prendre la mesure de ce qui nous arrive. Il faut aussi se rendre compte qu'au cours des années, moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis dans le domaine, je me suis fait dire dans 5 ou 6 pays différents, à différents moments aussi, écoutez, M. Lévesque, ce qui coûte cher, c'est ce qu'on ne contrôle pas.
c'est les débordements d'utilisation. Dans ce cas-ci, si on joue bien nos cartes, c'est le bon produit au bon patient au bon moment. C'est tellement vrai qu'il y a des gens qui voudraient avoir la dose unique qui malheureusement ne pourront pas l'avoir parce que le garçon va être passé de tel âge à tel âge et malheureusement, on ne pourra pas le faire. Donc, les débordements sont minimes dans ce cas-ci. On va vraiment être capable, je pense, de définir l'utilisation optimale et d'en contrôler les bénéfices jusqu'à un certain point. Ensuite, il va falloir avoir de l'imagination sur la façon de dérouler les paiements. Alors, moi, je peux très bien essayer d'imaginer des paiements étalés sur 5 ans et pour un payeur qui arrêterait de payer dans le cas de figure où le médicament cesserait de donner son efficacité au bout de 2 ans. Donc, je pense qu'il y a des modalités de paiement, si on engage la conversation, qui sont tout à fait possibles. Quand on parle de ça, même aux États-Unis, aujourd'hui, ils n'ont pas de modalité, ils n'ont pas le cadre pour apprécier cette offre-là. Mais il faut continuer la discussion parce qu'on peut garantir l'efficacité. À quel moment dans l'histoire de la médecine ça a été fait précédemment? Jamais. On peut le faire maintenant pour une population donnée. Et ça a été dit, je veux juste renforcer l'autre cas de figure. Il va y avoir 2 cas de figure dès le départ avec les thérapies géniques, et les 2 cas de figure sont différents. Dans un premier cas, par exemple, dans l'hémophilie, il y a déjà des patients qui sont pris en charge. Il y a des budgets qui sont alloués. Alors, on va vouloir faire de la modélisation, on va vouloir voir ce que ça va coûter en su. Mais il y a l'autre population qui n'est pas traitée. Et ça, il faut faire attention, parce que là, on va vouloir faire des modèles économiques, mais il n'y a rien aujourd'hui pour traiter ces gens-là. Et ça ne veut pas dire que ces patients-là ne coûtent pas cher à l'État. Le coût d'opportunité est incroyable. Alors, c'est pour ça qu'avant de parler du prix, il faut vraiment faire nos devoirs et se dire, un garçon qui souffre de la dystrophie musculaire de Duchenne, qui, selon toute probabilité, va se retrouver en fauteuil roulant à l'âge de 10 ans, qu'est-ce que ça coûte? Nonobstant les médicaments, la prise en charge actuelle normale et le coût d'opportunité, parce que le garçon ne va pas à l'école, sa maman ne peut pas devenir professionnelle parce que c'est trop exigeant de s'occuper du garçon, ça vaut quoi, ça? Alors, si on prend le truc directement du coût et on se dit c'est 2,5 millions par dose, on prend le tout, je pense, du mauvais côté de la lorgnette. Et honnêtement, la France n'est pas derrière. Au contraire, le système d'amélioration du service médical rendu, ce n'est pas un mauvais système. Bien au contraire, c'est un des plus simples et plus transparents selon moi. Par contre, dans le cas de la thérapie génique, si ça prend un comparateur et il n'y en a pas, ça ne marche pas. Parce que selon toute vraisemblance, toutes les thérapies géniques devraient recevoir un SMR 1. De par l'impact, on restaure une fonction. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, je pense qu'il faut mettre ça bout à bout, tasser un peu les systèmes de référence qu'on avait, regarder les nouveaux enjeux qui ont été énoncés et ceux qui ne l'ont pas été, mais qui sont aussi présents, et avoir un dialogue qui nous amènera à trouver des pistes de solutions, parce que si ces thérapies-là ne se rendent pas aux patients le plus rapidement possible, c'est un scandale. C'est un scandale. On peut transformer leur vie. Et si on se donne un système administratif qui va tergiverser, qui va regarder le dossier, et le dossier va retourner sur le coin du bureau pendant 9 mois, c'est un scandale. Et très souvent, avec l'innovation incrémentale, c'est précisément ce que les gouvernements ont mis en place pour ralentir la sortie des nouveaux médicaments. Donc, face à l'innovation de rupture qu'on a, il faut être réactif et pour ça, il faut anticiper et c'est maintenant. D'accord, merci. Merci Paul. Vous allez quand même dans la tendance de justifier, vous aussi Eric, de justifier des prix élevés. Je me tourne vers vous Christophe. La FM Téléthon est quand même très sensible à la politique du prix juste et maîtrisé que cette association de malades porte depuis quelques années, c'est-à-dire que quel que soit le niveau de prix, il faut s'assurer qu'il soit juste et maîtrisé, n'est-ce pas Christophe? Alors, quand j'entends les précédentes interventions, je trouve que
Probablement, si on continue à se dire que la problématique sur les prix de la thérapie génique, c'est, je le dis de façon un petit peu caricaturale, comment est-ce qu'on trouve une solution pour trouver des facilités de paiement pour faire payer le produit à la société? Sans se poser la vraie question de base, qui est, le produit à l'origine vaut-il son prix? La vraie question, c'est ça. La question des étalements de paiement, la question des satisfaits ou remboursés, c'est secondaire. C'est secondaire. Et c'est encore plus secondaire dans des situations où un État, une collectivité qui aujourd'hui achète un produit et peut aller emprunter sur les marchés financiers à taux négatif, le fait d'étaler le paiement, ce n'est pas un problème. Bon. Donc la vraie question, c'est le produit vaut-il sa valeur? Dans le produit vaut-il sa valeur, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, pourquoi dans le domaine du médicament, contrairement à d'autres domaines, il faudrait que l'on reste dans un principe qui est qu'un nouveau médicament qui apporte un peu mieux que le précédent, voire beaucoup mieux, par nature est forcément plus cher. Pourquoi, lorsqu'il y a des gains de productivité, eh bien, il n'y en a pas une partie qui peut être récupérée par la société pour financer d'autres choses, notamment dans la santé? Imaginez si, avec les téléphones qu'on a ou avec les ordinateurs, par rapport au premier, chaque fois qu'on avait augmenté de la puissance et de la capacité, on avait augmenté le prix. Vous imaginez le prix que ça coûterait, là, vos téléphones et vos ordinateurs? Non, parce que là, c'est des acheteurs privés, on ne l'a pas fait. Donc, première chose, sortons-nous de l'idée que, parce que ça va faire mieux, ça doit être beaucoup plus cher. Deuxième chose, encore faut-il être sûr de pouvoir évaluer la valeur. Or, aujourd'hui, nos systèmes d'évaluation ne savent pas évaluer la valeur. Que font nos systèmes d'évaluation aujourd'hui? Eh bien, ils permettent simplement d'organiser la nature d'un rapport de force entre un acheteur et un vendeur. C'est-à-dire de qualifier de façon 1, 2, 3, 4, 5 les situations dans lesquelles c'est soit l'un, soit l'autre qui est le plus en situation de supériorité ou d'infériorité pour négocier. Et au final, pour négocier un prix d'un produit qui se fait simplement dans le cadre d'un rapport de force de la capacité à faire céder l'autre. Alors, ce fonctionnement de souk de Marrakech qui est le poker menteur et qui arrive ou pas à un truc, eh bien ça arrive à quoi? À des excès dans un sens ou dans un autre, avec, dans tous les cas, celui qui en pâtit, c'est le patient. Parce que derrière la soutenabilité qui était évoquée tout à l'heure, la soutenabilité, c'est la soutenabilité du système de santé pouvant garantir l'accès solidaire à tous les patients. Et ça, c'est une spécificité qu'on a en France, comme dans d'autres pays, mais pas dans tous les autres pays, le fait que tous les patients puissent y avoir accès. Et c'est cette soutenabilité-là que l'on veut pouvoir absolument défendre. Alors ça veut dire que, comme on ne sait pas évaluer cette valeur, et même avec toute la sophistication des outils, notamment médico-économiques, on ne sait pas mieux. Par contre, ce qu'on sait constater, c'est que depuis qu'on est passé au tout-valeur, parce que n'oublions pas que pendant des décennies, en France, on fixait les prix des médicaments sur la base de leur coût. Alors ça ne marchait pas bien, donc on a changé. On est passé sur une fixation sur base de la valeur. Et est-ce que ça marche pour ces médicaments qui sont des médicaments très nouveaux? Ça ne marche pas mieux. On observe non seulement une inflation des prix, très rapide, mais surtout avec les peu d'outils médico-économiques qu'on a, qui ont certes un grand nombre d'imperfections et que je suis le premier à pouvoir dénoncer, il suffit de regarder le travail que fait la Commission d'évaluation économique et de santé publique de la HAS. Il y a 5 ans, elle a commencé il y a 5 ans en disant « Oh, c'est élevé, oh, c'est très cher, oh, c'est très important ». Et puis depuis 2-3 ans, elle a beau tourner toutes les pages du dictionnaire, à part le seuil maximum qui est inacceptable, elle ne sait plus où elle en est. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse se dire que l'évaluation de la valeur aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. Par contre, on arrive à pouvoir facilement constater qu'aujourd'hui, il y a une décorrélation importante entre l'évolution de ces prix et l'évolution des coûts. Donc, il est probablement fortement nécessaire, et c'est à ça qu'on appelle, nous particulièrement, mais avec d'autres aussi, qu'il puisse y avoir une plus grande transparence dans la construction des prix et qu'on puisse y réintroduire, ce qui n'existe plus aujourd'hui, une dimension des coûts qui permettent de justifier
le pourquoi d'un prix et non pas simplement la fixation en fonction d'un rapport de force. Oui. Tu veux faire une réponse courte, Eric? Parce que moi, je peux faire une réponse longue. Vas-y, je t'en prie. Non, je suis sur un point, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Le médicament est l'acteur du système de santé qui redistribue le plus de sa valeur à l'ensemble du système de santé. On est en plein PLFSS aujourd'hui. Le médicament coûte 12% des coûts des dépenses de l'assurance maladie. Il contribue à 50% au montant des économies. Donc le médicament est le plus grand redistributeur de valeur dans le système de santé. Il faut vraiment être convaincu de ça. Le débat sur la valeur, j'approuve totalement. Bien sûr, il ne faut pas squeezer le débat sur la valeur, et il ne suffit pas, je suis complètement d'accord. Il faut rajouter à cela l'impact budgétaire fondamental, on rejoint le sujet de la soutenabilité, et l'efficience, mais vous remarquerez avec moi que toutes les analyses d'efficience faites jusqu'à présent sont plutôt bonnes, et tendent à dire que même à ces prix, eh bien, l'acheteur fait un achat raisonné. Donc voilà, mais d'accord sur les grands principes. Alors, moi, je voudrais dire 2-3 trucs. Premièrement, je ne pense pas que c'est les industriels qui ont organisé un système qui dit ASMR 1, free pricing, ASMR 5, moins 25%. Je ne pense pas que ce soit les industriels qui fassent ça. Non, mais puisqu'on est dans la caricature, il faut essayer je peux le faire aussi. Deuxièmement, on est en train de parler de médicaments, et je reviens aux particularités dont Jean-Pierre Gaspard parlait tout à l'heure. On est en train de parler de médicaments qui vont forcément avoir une appétence pour un marché global, pas pour un marché national. Ça veut dire qu'au moment où on est en train d'investir sur le développement de ces produits, on est en train de se poser la question, longtemps avant que ces médicaments arrivent sur le marché, à combien on va les vendre. Et finalement, le prix facial de ces médicaments est relativement global. C'est à peu près le même prix affiché partout dans le monde. Et encore, je parle en théorie, puisque pour l'instant, les produits ils ne sont pas remboursés partout. Ça ne veut pas dire que ces médicaments, en prix net, sont à ce prix-là partout. D'accord ? Et je pense qu'on peut tous témoigner, ceux qui ont eu à négocier le prix des médicaments, le prix facial d'une innovation thérapeutique et son prix net, ce sont deux choses extrêmement différentes et dont on n'a pas le droit de donner les détails parce qu'on est lié par des contrats de confidentialité. Alors ça, c'est bien pratique, mais ça empêche les industriels d'expliquer où est-ce qu'ils en sont parce qu'ils n'ont pas le droit de donner des détails. Ça permet d'ailleurs au CEPS de dire « je vous ai comparé à un autre médicament du même genre et en fait, son prix c'est ça ». Mais je ne peux pas vous dire lequel c'est, parce que sans ça, je vous dirai quelle est la remise. Et donc, en fait, on est comparé avec des médicaments dont on ne sait pas lesquels ils sont et comment la négociation de prix est arrivée. Troisièmement, les médicaments de thérapie génique ont quelque chose de tout à fait particulier. Ils sont développés par des petites équipes sur un tout petit nombre de malades, des gens qui sont passionnés. Je pense aussi au niveau des industriels, la personne de Bluebird Bio nous a bien montré qu'elle n'était pas seulement là pour gagner de l'argent. Je pense que tout le monde est passionné quand on travaille dans le monde des maladies rares, qu'on fait ça avec nos tripes, mais des petits nombres de personnes sur des petits nombres de malades. Moralité, on se retrouve très très vite dans l'idée de on veut tous aller se battre avec cette maladie et amener les médicaments le plus vite possible sur le marché. On est en train d'avoir des procédures d'autorisation de mise sur le marché qui sont accélérées, qui sont conditionnelles, et on se retrouve devant le payeur avec, vous comprenez, cet enfant arrive à monter un escalier en 5 secondes de moins. Vous vous rendez compte, cet enfant peut marcher 50 mètres de plus par jour. Et si les interlocuteurs à qui on exprime ça ne sont pas capables de comprendre à quel point c'est une révolution, à quel point c'est un scandale si les malades ne sont pas traités, d'être capable d'améliorer la marge de 50 mètres, ils disent « ça fait un peu cher du mètre ». En termes de valeur, oui, je ne suis pas prêt à payer autant d'argent pour marcher 50 mètres de plus par jour. Ça veut bien dire qu'il va falloir changer la façon dont on estime cette valeur.
Quatrième point, si tu me permets, Jean-Pierre. Je suis d'accord, on ne sait pas évaluer la valeur des produits quand on est dans des AMM conditionnels à ce point-là. Donc, on est dans une fixation de prix qui doit être une fixation de prix conditionnelle, mobilisable. L'idée de faire un paiement en plusieurs fois, c'est pas de dire « bon, ça fait trop cher cette fois-ci, payez-moi en 3 fois », quoique il y a le mur d'investissement dont parlait Eric. L'idée, c'est plus de dire « on est quasi sûr d'une promesse qui va se vérifier que dans la vie réelle et en plusieurs années. On en est pratiquement sûr, mais on n'en est pas certain à l'avance. On n'a pas attendu 20 ans de développement pour avoir les produits qui montrent que depuis 20 ans, on est sûr que ces produits marchent. Donc on va regarder comment marche le produit au fur et à mesure de l'avancée de la prise en charge, c'est-à-dire longtemps après qu'il y ait eu une seule injection. Si le produit ne marche pas, il n'est pas logique d'être payé pour une non-efficacité qui est confirmée à 3 ans. Donc il ne faut pas caricaturer le côté je vous le fais en 5 fois parce que c'est trop cher pour vous, Madame Michu, c'est pas ça. C'est si le produit promet de marcher pendant 5 ans et qu'au bout de 3 ans il ne marche plus, il n'est pas normal qu'il soit payé. Ce n'est pas du tout la même chose. Tout ça, ce que ça veut dire, excusez-moi de revenir sur ces éléments-là. Premièrement, on n'a que des gens de bonne foi qui devraient être là pour essayer de faire en sorte que les malades soient traités et que la maladie soit éradiquée. Qu'ils soient malades, associations de malades, chercheurs, médecins, industriels. On est tous dans le même bain, on doit essayer d'avancer ensemble. Ça, c'est la première chose. Il va falloir apprendre à se parler. Il va falloir apprendre à se faire confiance. C'est compliqué. Je ne pense pas que les industriels ne pensent qu'au fric. C'est faux. Bon, c'est faux. Chacun son avis sur cette question. Je termine sur ce, si tu permets, juste ce qui me semble bien, c'est qu'on se retrouve quand même sur la nécessité de transparence que l'on n'a pas en France, et on se retrouve au moins là-dessus pour dire que si le système était transparent, ce serait au bénéfice de tout le monde, et à tout le moins au bénéfice des associations de patients et des patients qui ont besoin de savoir pourquoi un tel prix est donné. Voilà. Alors, on me fait signe qu'il nous reste plus que quelques instants. On avait d'autres sujets qu'on voulait débattre. Vraiment, ça nous ferait super plaisir que vous ayez plein de questions. Madame ? Une courte question. Dans votre prix du médicament si élevé, qu'est-ce qui est donné aux chercheurs qui, je pense, ont pris un brevet? Quelle est la part? Et quelle est la possibilité de rétribution, puisque vous avez dit que beaucoup de recherches viennent de fondamentales, mais d'actions aussi. Quelle est la part des brevets et qui les paye? Vous posez une bonne question à laquelle il est difficile de répondre de manière générale parce qu'il y a plein de situations différentes. Et dans le cadre des thérapies géniques, je ne suis pas capable de vous répondre très précisément, mais le modèle a sensiblement changé ces derniers temps. Et aujourd'hui, on aboutit malheureusement à ce que j'appelle, je reprends mes termes, une fragmentation de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que vous avez effectivement à l'origine une recherche qui est essentiellement académique, avec des brevets qui peuvent être pris. Vous avez ensuite souvent des petites entreprises tout à fait nouvelles, qu'on va appeler start-up, qui souvent réalisent les preuves de concept, les premières étapes du développement. Et ensuite, vous avez les multinationales qui sont responsables de l'ensemble du développement. Et là, le modèle thérapie génique est encore un petit peu différent. Et ce qui est introduit et qui, à mon avis, est d'un genre nouveau et sur lequel il faut réfléchir, c'est que chacune de ces étapes fonctionne en autarcie, selon ses propres intérêts, et qu'on a perdu la conscience collective de ça. Et la multinationale, en gros, elle a le choix entre deux solutions, où elle passe un accord de licence, et elle exploitera, ou elle intègre. Et elle absorbe à ce moment-là la petite entreprise, qui devient soit complètement fondue dans sa grande organisation, soit respectée, parce que ce que les multinationales ont compris, c'est qu'aujourd'hui, pour inventer, il faut être petit.
Et d'ailleurs, les multinationales ont cessé d'inventer le jour où elles sont devenues trop grandes. Ça, c'est très intéressant à observer. Parce que pour inventer, pour être intelligent, il faut une plasticité cérébrale qui s'accommode mal du grand nombre. Donc pardon de cette réponse très générale, mais voilà, chaque cas est un cas particulier. Mais en gros, accord de licence, intégration, c'est un peu les deux modèles aujourd'hui qui existent. J'aurais ajouté simplement un complément ici, c'est qu'on apprend aujourd'hui aux chercheurs à breveter le plus rapidement possible. Donc en théorie, les chercheurs ont des redevances à partir du moment où un médicament arrive sur le marché. Mais la vraie prise de risque, là où ça coûte vraiment cher, c'est la phase de développement du médicament. Et là, on ajoute maintenant le manufacturing, parce que dans le cas des thérapies géniques, ça coûte extrêmement cher. Alors, cette phase de développement, c'est cette phase qui est associée à une prise de risque importante, et ça, c'est le rôle des industriels. Je pense que c'est là où on apporte notre valeur ajoutée jusqu'à l'homologation du médicament. Il y a une autre question là-haut, monsieur. Oui, bonjour, Loïc Rial. Je suis consultant en Market Access chez Voisin Consulting Life Sciences. Merci beaucoup. Je me permets une remarque. Ce sujet que vous débattez, c'est un sujet fondamental, une problématique vraiment identifiée qu'il faut adresser, qui devient de plus en plus urgente. Et je pense vraiment, mais je l'ai déjà dit à plusieurs d'entre vous individuellement, qu'il faut affronter cette question pour elle-même, avec l'ensemble des parties prenantes, et qu'on soit en mesure de proposer un modèle économique à nos décideurs publics qui puisse être mis en œuvre et qui permette effectivement à tous ces produits d'arriver aux patients en temps voulu. Et c'est une question qui devient vraiment urgente aujourd'hui, et on ne peut plus seulement traiter ce diagnostic dans des conférences comme ici. C'est important de le faire, mais il faut vraiment affronter le sujet pour lui-même et que des solutions très concrètes de modèles économiques soient posées sur la table. C'est la remarque. Et l'autre remarque, et c'est une question qui n'est rarement traitée dans cette problématique, je crois que c'est l'honneur de notre civilisation de chercher des traitements pour des patients atteints de maladies si rares. C'est vraiment quelque chose de très important et c'est vraiment incroyable qu'on soit capable de le faire. Mais si on se pose la question de l'accès de ces traitements à nos citoyens, et c'est tout à fait normal, je pense que ce serait aussi notre honneur d'être capable d'imaginer un modèle pour lequel l'ensemble de la population cible, dans des pays peut-être moins développés que les nôtres, puisse aussi bénéficier de ces thérapies. Et que nos modèles doivent anticiper cette question et qu'on puisse être capable de créer des propositions de valeur, des propositions de prix, des propositions d'évaluation des coûts que cela supporte, intégrées, et peut-être dans des cadres internationaux qu'il faut peut-être aussi développer, pour que l'ensemble des patients puissent bénéficier de ces traitements révolutionnaires. Si je peux peut-être juste commenter sur cette réflexion. Moi, je crois qu'en une seule façon de fixer le prix d'un médicament, et vraiment pour avoir raisonné très longtemps de ces questions, c'est l'approche transactionnelle. Et je crois que ça rejoint tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire que le prix d'un médicament ne peut pas résulter d'un calcul ou même d'une approche construite à partir des coûts de production sur lesquels on rajouterait 20% de marge, que sais-je. Ça n'a aucun sens. Seule la réunion de tous les acteurs qui sont légitimes à discuter d'un prix du médicament juste vont trouver le juste prix du médicament. C'est qui? C'est l'industriel qui vend. Lui, il a besoin de couvrir, d'amortir ses coûts d'investissement et de pouvoir se mettre en capacité de réinvestir. C'est ça le cercle vertueux de l'innovation. L'acheteur, lui, il a besoin de savoir qu'il en a pour son argent, d'où un minimum d'analyse effectivement médico-économique, et que ça ne va pas mettre en péril la soutenabilité de son modèle. Et je pense que la société, là je m'exprime à titre personnel, le LEM ne s'est jamais prononcé en tant que tel sur cette question, moi je trouve que la société est légitime autour de la table pour définir une notion qui est très peu rationnelle, mais qui est l'acceptabilité. On parle là de maladies rares, il y a des choix de société à faire, et que les patients soient autour de la table du CEPS pour délibérer avec toutes ces autres parties prenantes, à titre personnel, me semblerait être une bonne chose. Ça démystifierait beaucoup de fantasmes sur l'opacité. C'est très compliqué de faire le prix d'un médicament. Entièrement d'accord. Oui. Je t'en prie. Christophe. Oui, je voudrais aussi rajouter sur la remarque qui a été faite sur la question qui est importante sur la possibilité d'accès pour tous les patients. Parce que là, on parle de thérapie génique et dans le modèle de la thérapie génique, il y a quand même quelque chose qui est nouveau avec cet outil, qui est la possibilité de pouvoir traiter des maladies qui sont des maladies, je crois qu'on peut même plus parler d'ultra rares, mais de méga rares, c'est-à-dire ces maladies qui représentent, comme ça a été montré, quelques patients en France et quelques dizaines en Europe. Et pour ces malades-là,
ça devient une possibilité, ça devient une promesse. Mais là, très clairement, le modèle économique qui est le modèle économique qui se base sur un industriel qui, à partir de travaux académiques, développe un médicament, prend tous les risques, et puis une fois qu'il a fait son essai clinique, il a traité tous les patients qui existent, et qui après va au marché avec la règle de l'AMM, et là doit arriver le financement, ça ne peut plus fonctionner. Donc, au moins pour ces maladies qui sont ces maladies méga rares, pour lesquelles la promesse de possibilité d'accès au traitement doit être maintenue, c'est probablement là qu'il y a à repenser complètement différemment la façon dont on rémunère celui qui fait le travail de développement, autrement qu'avec le prix une fois qu'on a eu de l'AMM, parce que ça ne peut pas fonctionner. Et donc je pense que très probablement, si on a à se mettre autour de la table le plus vite possible, c'est sur ce sujet-là, parce que là, c'est vraiment d'un intérêt collectif sur lequel tout le monde peut y trouver son intérêt et sur lequel c'est peut-être probablement plus facile de modéliser des nouvelles façons de pouvoir rémunérer le travail de ceux qui développent des médicaments sur l'ensemble de la chaîne du médicament. Eh bien banco, Christophe, mettons-nous autour de la table. Et je pense que c'est un peu la proposition qui est faite par Loïc Lao, de dire il est important qu'on mette des propositions sur la table. Et à mon avis, ça ne doit pas être des propositions qui émanent d'un seul groupe, parce que je partage le point de vue d'Éric. À mon sens, il faut réunir les différentes parties prenantes, essayer de se parler, essayer de se comprendre, essayer de définir ensemble quelles sont les valeurs communes et essayer de trouver des solutions. Parce que tu as raison, sans ça, on va avoir que des thérapies géniques dans des maladies certes rares, mais qui compteront des milliers de patients, et on n'aura pas la thérapie génique, sauf à titre expérimental dans certains laboratoires très très pointus, et ça veut dire que l'ensemble des malades mondiaux n'auront pas accès au traitement. Il faut vraiment sortir de nos conventions, nous mettre autour de la table, réunir les différents points de vue, chercher des consensus, et une fois qu'on a fait ça, faire des propositions concrètes, des propositions qui permettent de mieux se comprendre et d'avancer. Plusieurs personnes ont déjà essayé de faire ça. Ça a été le cas lors de la réunion que vous avez fait à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps. Moi, je trouve que tous ces éléments sont très bien. Il va falloir maintenant mettre des propositions concrètes sur la table qui soient viables pour l'ensemble des acteurs et qui soient comprises, je dirais même au-delà des malades, qui soient comprises par la société. Parce que Paul parlait tout à l'heure de problématiques. Il y a un moment, les gens vont dire « Mais attendez, est-ce qu'on va dépenser tout cet argent, même si les gens sont malades? Je suis très désolé pour eux, mais ce n'est pas possible. » Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi expliquer à quel point c'est la fierté de notre système d'être capable de mettre ces investissements sur la table. Donc c'est super. Alors on disait tout à l'heure qu'on était tous d'accord sur être transparent, et je pense que c'est un préambule au deuxième point sur lequel on est tous d'accord, qui est se mettre tous ensemble autour de la table. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? On prend une dernière question. Une dernière question. Bonjour, moi je voulais vous faire réagir notamment sur le modèle économique dont vous parlez avec les étalements de paiement, le paiement à la performance, enfin des solutions qu'on essaye aujourd'hui d'investiguer pour les thérapies géniques. Je fais notamment référence au colloque qu'il y a eu à l'Assemblée nationale récemment où le vice-président du CEPS nous a dit que normalement les incertitudes liées à l'efficacité à long terme de ces thérapies géniques devaient se refléter dans la SMR et donc dans l'évaluation de la HAS et non pas dans le modèle économique, puisque la HAS était à même vraiment de donner en fait son évaluation sur l'efficacité et non pas, ça ne devait pas être le prix en fait qui devait pâtir de ça. C'est une question d'actualité brûlante que vous posez là. Aujourd'hui, c'est effectivement comme cela que ça se passe. C'est-à-dire que vous avez, je ne prends pas le cas des thérapies géniques, mais beaucoup d'innovations thérapeutiques ces derniers temps qui arrivent par des procédures d'enregistrement très rapides, qu'on appelle des fast track, dès les études cliniques de phase 2, mais ça va être souvent le cas en thérapie génique, on le voyait tout à l'heure. Et quand elles sont évaluées par la HAS pour déterminer une ASMR, vous savez, ce ranking de l'amélioration du service médical rendu, en l'absence de comparaison, donc études cliniques de phase 3, eh bien la HAS est bloquée. Et comment fait-elle? Eh bien, elle donne une ASMR dégradée. Elle dit, s'il y avait eu vraiment une étude comparative versus comparateur actif en double aveugle, tout comme il faut, on aurait probablement donné une ASMR 2 ou 1,
Mais là, on va donner une ASMR 4 parce que méthodologiquement, on n'est pas là. C'est la pire des situations. Parce que l'enregistrement laisse passer très vite une innovation pour que très vite elle accède au patient qui n'a pas de recours thérapeutique. Et le paradoxe de l'évaluation derrière, c'est de dire, eh bien, je ralentis parce que ce résultat n'est pas certain. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous travaillons. J'espère qu'on va aboutir, je ne présage de rien, mais nous travaillons vraiment en bonne intelligence avec la HAS et évidemment les autorités régulatrices pour trouver une cotation spécifique à ces médicaments qui ne pourraient pas être dotés d'une ASMR tant que des études de phase 3 qui seraient produites dans un temps déterminé, a posteriori, il ne s'agit pas de faire durer le plaisir, mais a posteriori, eh bien, seraient produites. Et donc cet accès conditionnel permettrait de donner un prix, certes un prix d'estime, donc un prix élevé, mais sur lequel les industriels seraient prêts à rembourser une fois que l'évaluation définitive aurait eu lieu sur la base de résultats tout à fait probants. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligés tous de rentrer collectivement dans la dynamique du pari, parce que si vous dégradez les conditions de pré-l'entrée, il n'y aura pas de produit. Et par ailleurs, il n'est pas normal, évidemment, de ne pas se donner un rendez-vous sur la performance définitivement affirmée. Voilà l'esprit de ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. S'il y avait d'autres questions, je pense que tous les 5, on sera là. Après, ce qui suit après nous, et qui est une surprise, Nathalie. Ah, une surprise, Ben carrément, oui. on m'a dit. Oh, ben je suis sûr, je suis sûr. Moi, je n'étais pas au courant. Moi, j'étais sur une conclusion de ces échanges passionnants de 2 jours des rencontres rares 2019. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre disponibilité aussi ensuite.